Sud Radio, ça débat chez expert, 9h-10h, Christine Bouillot. Et vous nous appelez, parlons vrai, au 0826 300 300, vous donnez votre avis, vous le savez, vos coups de cœur et vos coups de gueule sur l'actualité avec nos 4 débatteurs du jour, on les salue. Jérôme Dubu, bonjour. Membre de Renaissance, tout va bien ? Tout va bien. Très bien. Stanislas Rigaud, bonjour Stanislas. Bonjour, présidente de Génération Zemmour. Judith Vintraud, bonjour Judith. Bonjour. Grand reporter au Figaro Magazine. Et également avec nous Pascal Bataille. Bonjour Pascal, animateur, producteur et chef d'entreprise. Au menu aujourd'hui, le 49.3 qui a été dégainé hier par la Première ministre Elisabeth Borne. Est-ce un débat pour rien finalement? C'est 50 heures de discussion autour de milliers d'amendements. Lola, la petite Lola, avec, vous l'avez entendu dans l'info, le Rassemblement national qui n'ira finalement pas à la manifestation qui est organisée ce soir, et puis la grève dans les raffineries vers la fin du conflit, point d'interrogation. Est-ce que c'est surtout une stratégie gagnante de la part du gouvernement dans ce dossier qui aurait pu effectivement générer un mouvement plus national, une grève nationale? Enfin, en tous les cas, c'est les questions que l'on se posera. Voilà pour les premiers sujets d'aujourd'hui. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Honneur à vous, Judith. Aujourd'hui, un coup de gueule contre le rejet hier des sénateurs contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, c'est ça, c'est un rejet des sénateurs les Républicains. Alors, 2 choses. 1, je suis pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. 2, j'ai détesté les conditions dans lesquelles ça a été lancé en France. On se rappelle que c'était une semaine après que La République En Marche, Emmanuel Macron, a enregistré une sévère défaite aux législatives, au moment où la Cour suprême des États-Unis renvoyait à chaque État le soin de légiférer sur l'avortement. Et il y a eu un psychodrame nous annonçant que le danger sur l'avortement était imminent en France, ce qui n'était pas vrai. Et ça permettait notamment à Elisabeth Borne, qui a exprimé tout son soutien à cette idée d'inscrire l'IVG dans la Constitution, de se refaire une santé politique et de pousser à la faute la droite. Eh bien, ça a marché. La meilleure façon de désamorcer le caractère politicien de l'initiative, c'était précisément que tout le monde s'y rallie. Dans la limite de ses convictions intimes, je conçois tout à fait que un sénateur puisse être contre l'avortement, mais ça aurait permis de désamorcer le truc. J'ajoute une chose, la position de l'exécutif dans cette affaire n'est pas si claire non plus. Un tout petit peu de technique parlementaire, il s'agit d'une proposition de loi. Une proposition de loi pour être inscrite pour modifier la Constitution, quand c'est d'initiative parlementaire, il faut un référendum. Il n'y aura pas de référendum sur la question, parce que chacun sait que en cas de référendum, on ne répond pas à la question posée, mais à la personne qui la pose. Et vu le niveau de popularité d'Emmanuel Macron et vu le climat social et politique en France, il y a très très peu de probabilité qu'il se risque un référendum. La solution aurait été facile, c'est que le gouvernement transforme cette proposition de loi en projet de loi, auquel cas il suffisait qu'il soit ratifié par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Donc ce que vous dites, c'est un double échec. C'est un échec général et une hypocrisie générale. Ouais, sur ce sujet-là, qui veut réagir sur l'inscription, ce rejet d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG? Donc le vote des 17, il en manquait 17 pour valider, en tous les cas du côté du Sénat. Je voulais effectivement souscrire en grande partie à ce que vient de dire Judith, parce qu'effectivement, mais je vais élargir un petit peu la thématique, parce qu'elle a déjà dit très bien ce qu'il y avait à dire là-dessus, mais ça montre aujourd'hui non seulement la pauvreté de la réflexion des différents groupes politiques, quels qu'ils soient, qui sont obligés effectivement de ne travailler que sur le buzz permanent pour la NUPES, sur la récupération honteuse pour ce qui est de Reconquête ou du Front National, ou effectivement de travailler sur des petites idées volées comme ça et complètement galvaudées, comme l'inscription, qui est évidemment un sujet à prendre très au sérieux, d'un droit tel que celui-ci des femmes à l'avortement dans la Constitution, ce qui est pas rien. Effectivement, on en fait
devenir des objets de récupération politique en permanence, parce qu'il n'y a plus aucune qualité de débat, plus aucune qualité de réflexion, et que tout le monde est dans une telle situation de fragilité qu'ils sont tous obligés effectivement d'essayer de chercher une bonne façon de récupérer des voix, une bonne façon de faire le buzz, une bonne façon de s'attirer les grâces d'une partie de la population. Je trouve ça fondamentalement décevant, et je trouve qu'un sujet comme celui-là, et je dis que moi aussi je suis évidemment favorable à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, mais ça ne peut passer que par un vrai débat et une adhésion générale, un vote. Ça paraît mal parti en tous les cas. Voilà. Ça paraît mal parti pour l'instant, parce que ça a été mal lancé, mal engagé. Jérôme, un commentaire? Non, c'est vrai que c'est un échec. Bon, il faut pas le nier. Est-ce qu'on en attendait autre chose en le mettant au Sénat, alors qu'on sait très bien que les Républicains, enfin le groupe Les Républicains au Sénat est assez conservateur et à la majorité au Sénat, et donc il a bloqué l'affaire. Bon, donc ça ne pourra pas passer par la voie parlementaire, ça c'est clair. Donc ça pourrait passer effectivement par la voie référendaire, mais la voie référendaire en ce moment, à mon avis, c'est pas le sujet. Ça arriverait un peu comme un cheveu sur la soupe, et moi, je prône depuis des années pour un vrai débat avec les Français sur l'avortement. Pourquoi est-ce que nous sommes... Ça veut dire quoi un vrai débat sur l'avortement? Un vrai débat pour savoir comment... on protège ce droit? D'abord, est-ce qu'on a besoin de le mettre dans la Constitution? Il y a une loi, elle est appliquée. Je crois qu'il n'y a pas de sujet sur il y a plein de sujets de modalités d'application. D'accord, c'est justement la raison pour laquelle il faut en débattre. Et deuxièmement, on est quand même, année après année, le pays en Europe notamment, et dans les pays développés, et notamment en Europe, qui a le plus d'avortements. Et de très loin. Ça baisse, c'est en diminution. Moi, je pense que c'est cette question-là. Pourquoi est-ce que nous sommes les premiers? Voilà, je pense que c'est cette vraie question-là, plus que l'inscription ou pas dans la Constitution, qui devrait nous interroger. Pourquoi est-ce que nous sommes les premiers? Stanislas Rigaud, un commentaire? Il y a plein de choses, je suis assez d'accord avec monsieur Dubu, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quand le sujet est arrivé, qu'il sortait un peu de nulle part, c'est-à-dire que c'était en train d'être débattu aux États-Unis, et d'un coup, c'est arrivé en France, mais plus pour des raisons politiciennes que pour débattre du fond de la question d'avortement. Mais est-ce qu'on peut comprendre que les femmes s'inquiètent on va dire, de la montée de l'anti-IVG très sincèrement, sur des pays qui sont... France, il y ait de mouvements puissants, comme on l'a aux États-Unis, anti-IVG. Qu'il y ait des modalités au sein de ces lois-là, qu'on puisse en débattre, etc., c'est une chose, mais non seulement je ne crois pas que cela soit la priorité du moment, et deuxièmement, si demain il y avait des référendums à faire, je ne suis pas sûr que le premier sujet abordé, ce soit celui-ci. Moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, quand ça a été le sujet, il y a maintenant quelques mois, au début de... C'était en juin. En juin, exactement. Après la défaite aux législatives. Oui, c'est ça, quand il est arrivé en juin, on a senti qu'il y avait quand même une volonté purement tactique de la part du gouvernement et de ses députés de dire on va essayer... de faire diverser. Donc on réagit à l'émotion. Je parle de ça parce qu'on va en parler aussi. On réagit à l'émotion à ce moment-là. Pour moi, il n'y a même pas d'émotion dedans. Là, vraiment, c'est que de la tactique. Enfin, les femmes étaient quand même assez stupéfaites de voir ce qui se passait aux États-Unis, quand même, ce recul majeur. Je crois qu'on peut vraiment pas comparer pour le coup ce qui se passe encore une fois aux États-Unis avec les conservateurs américains et les conservateurs français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle politique de premier plan propose de revenir sur l'avortement? Personne. Donc, je crois que ça a quand même été un peu galvaudé là-dessus. Et surtout, encore une fois, il y a tellement de sujets à traiter dans ce pays, et parfois délicats, certes, que je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Après, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a des modalités d'application de l'avortement qui sont compliquées. Et ça, moi, je vous rejoins, effectivement, et c'est de ça dont il faut débattre. Mais l'inscrire ou pas dans la Constitution, est-ce que ça va changer concrètement quelque chose pour le droit des femmes? Est-ce que de ne pas l'inscrire, est-ce que ça changerait quelque chose aussi? On peut inverser la question. Oui, moi, j'en suis pas convaincu. Voilà. François Bayrou avait été, et je me souviens, François Bayrou avait été intervenu dans ce débat-là sur le sujet de l'avortement, et je l'avais trouvé justement mesuré pour le coup. C'est-à-dire qu'il disait, est-ce qu'on a besoin d'inscrire dans la Constitution? Il disait non. Est-ce que parfois il faut regarder ce qui se passe dans les détails? Oui. Ouais. Après, il y a encore des gens qui sont ultra minoritaires, et notamment du côté LR. François-Xavier Bellamy, qui est député européen, il est affiché contre l'avortement. Non. Ah bah si, il a manifesté à plusieurs reprises contre l'avortement. Non, il a manifesté contre une tendance de certains groupes agissants d'allonger sans cesse. Il y a eu une loi pour allonger le délai d'avortement de 12... c'est l'avortement quand même. Oui, mais de 12 à 14 c'est pas binaire, mais je crois que c'est oublié. À 14 semaines. Par ailleurs, a été introduite dans la loi bioéthique la notion de détresse
psychosocial qui autorise l'avortement jusqu'au 9e mois de grossesse, qui est quand même une chose extrêmement problématique, d'autant plus que la loi Veil prévoyait déjà qu'en cas de danger vital pour la mère ou en cas de malformation irréductible et très handicapante pour l'enfant, l'avortement était possible jusqu'au 9e mois. Il y a des jusqu'au-boutistes de l'avortement qui ont gravement contribué à dénaturer le débat aussi. Allez, on va s'arrêter un court instant sur Sud Radio. Vous réagissez, vous donnez votre avis 0826 300 300. On continue notre tour de table avec nos 4 débatteurs. À tout de suite. Et on continue avec nos 4 débatteurs jusqu'à 10h. Jérôme Dubu, membre de Renaissance, Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour, Judith Vintraud, grand reporter au Figaro Magazine, et Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Jérôme, vous aviez, vous, un coup de cœur ce matin pour un célèbre prix, hein. Oui, c'est le prix Andrei Sakharov qui a été effectivement donné hier, attribué hier au peuple ukrainien. Alors c'est une première, le prix Sakharov existe depuis 1988. Le premier récipiendaire, c'était Nelson Mandela. Ouais. Bon, après, il y a eu un certain nombre de gens, et il n'a jamais eu de peuple. Il y a eu des oppositions, on a donné le prix Sakharov à des oppositions, l'opposition biélorusse, etc. Mais à attribuer à un peuple, jamais. Et moi, je trouve que c'est très symbolique. Alors, ça va rien changer sur le principe. Ça ne donnera pas un char de plus à l'armée ukrainienne. Ça va leur donner 50 000 euros. Bon, voilà, donc, puisque c'est l'attribution du prix. Mais symboliquement, c'est très fort. D'abord, ça a été fait à l'unanimité des groupes, y compris un certain nombre de groupes comme les députés européens hongrois. Bon, qui tergiversaient un petit peu sur le sujet. Là, ils ont voté au peuple ukrainien. Donc, c'est la reconnaissance du peuple ukrainien, la reconnaissance de l'existence du peuple ukrainien, qui a longtemps été, finalement, y compris par un certain nombre d'hommes politiques très, très intelligents, vraisemblablement, mais qui a longtemps été nié. Bon, et donc, je trouve que c'est extrêmement symbolique et que ça tombe, évidemment, au bon moment, bien évidemment. Après le prix Nobel de la paix qui a été décerné, voilà, notamment à des associations. Et celui-là, il est emblématique parce que c'est pas attribué au président ukrainien, c'est pas attribué à l'Ukraine, c'est attribué au peuple ukrainien. Et je trouve que la symbolique est très forte parce que on a nié l'existence du peuple ukrainien, c'est clair. On a considéré que c'était des Russes, que finalement leur histoire était très récente, que au fond il n'y avait pas d'unité du peuple ukrainien, il n'y avait pas de fait national ukrainien, et cette reconnaissance, elle est très forte. Elle est très forte. Pascal, un peu dans le sujet, oui, c'est un coup de gueule, ouais. C'est pas totalement un coup de gueule, c'est un peu de perplexité par rapport à la position du gouvernement israélien qui refuse toujours pour l'instant même s'ils amendent un tout petit peu leur position, de livrer des armes à l'Ukraine justement, et qui maintient une position d'équilibriste qui me laisse effectivement un peu perplexe par rapport à ce conflit, en continuant de ménager Poutine et l'État russe, tout en disant qu'ils sont aux côtés, ils se tiennent aux côtés évidemment du camp occidental, ce qui est la moindre des choses qu'on peut attendre d'eux, et de l'Ukraine. Alors l'entrée en jeu de l'Iran avec la très probable fourniture des drones iraniens est en train apparemment de faire bouger un petit peu la doctrine israélienne, mais pas assez à mon sens. Voilà, moi je pense qu'un pays comme Israël qui sait pour le coup ce que c'est que d'être menacé, que d'être attaqué et d'être en danger, ne devrait pas monnayer ni ménager ses efforts pour soutenir l'Ukraine. Allez, on va continuer, si vous le voulez bien, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors, Stanislas, vous vouliez, on revient avec vous sur donc l'affaire Lola. C'était notre premier sujet sur ce rassemblement qui aujourd'hui doit avoir lieu à l'initiative de votre candidat, hein, en tous les cas de l'équipe de votre candidat. Le Rassemblement national, lui, n'ira pas. Écoutez, déjà en première chose, rappel des faits. Le rappel des faits, c'est que ce week-end, une affaire prend une ampleur absolument dingue à cause de l'atrocité qu'a subie cette jeune fille Lola, cette fille de 12 ans.
Suite à ça, il y a un engouement énorme, mais de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde... Le mot engouement, non, c'est beaucoup d'émotions. Oui, de l'émotion, mais de fait, il y a eu un engouement, il y a eu une émotion incroyable. Tout le monde, je crois, s'est senti blessé en sa chair, et tout le monde a réagi. Que ce soit d'ailleurs Paris Match, qui l'a mis en une, que ce soit BFM qui s'est rendu sur place dans le village où les parents s'étaient réfugiés. Tout le monde y allait, et je crois que l'émotion était absolument incroyable. Ça, c'est la première chose pour le rappel des faits, même si j'imagine que vos auditeurs sont pour la plupart au courant. La deuxième chose, l'Institut pour la justice, qui n'est pas affilié à notre mouvement, organise depuis plusieurs semaines des actions pour alerter sur les sujets de l'insécurité et sur les sujets, notamment les victimes, que l'on a tendance trop souvent à oublier. Troisièmement, alors que le sujet principal et numéro 1 est le fait que dans notre pays, il y a des Lola, il y a des marins, il y a des femmes qui se font, notamment, je pense à la gare Saint-Charles il y a quelques mois, agressées et tuées. Qu'il y a à Nantes des Soudanais qui violent une jeune femme. Qu'il y a eu une personne sous OQTF qui a tenté de brûler la cathédrale de Nantes et qui par la suite a tué quelqu'un. Non, mais on va revenir après sur la suite du sujet. Bien sûr, c'est mon troisième point. Donc le sujet principal. Le RN dit, nous, on dit, on veut pas. Justement, c'est mon troisième point parce que justement, vu que c'est mon coup de gueule en l'occurrence, c'est pour ça que je vais aborder ce troisième point. On est en train, notamment à l'initiative politique de ceux qui ne veulent pas parler de fond, de détourner le sujet des OQTF, de la violence, de l'insécurité, de l'immigration, sur cette soi-disant polémique de récupération. Mais pardon, le rôle du politique, il est de prendre les sujets qui sont dans l'actualité et d'en parler. Et je finis sur le quatrième point. Ceux qui nous reprochent de s'emparer de ce sujet-là et d'essayer d'apporter des réponses oublieront ce sujet et la petite Lola sera oubliée d'ici, malheureusement, et c'est les règles médiatiques du moment. Est-ce qu'on vous reproche le sujet ou le fait d'utiliser, parce que ce que certains trouvent peut-être choquant, c'est par exemple que l'utilisation, le hashtag ait été acheté, mais moi, je que ce soit un nom de domaine, mais moi, je vous dire, par un proche d'Éric Zemmour, ça vous choque pas? Eh ben, je vais vous dire, non seulement c'est pas le sujet, ah bon? Non mais c'est pas le premier sujet. Pardon, toutes des gens... Non, quand on parle de récupération, ça, oui, je veux dire. Bien sûr. Mais quand BFM se rend sur les lieux du village où les parents se sont réfugiés, c'est pas de la récupération médiatique. Mais quand Paris Match on fait ça c'est pas de la récupération médiatique. Et moi, je vais vous dire, et c'est à l'initiative... Pardon, attendez, parce que vous avez un débat derrière qui relève du débat politique et qui va s'inscrire certainement dans un circuit on va dire, de discussion après coup, après l'émotion et après le deuil que la famille demande que l'on respecte. Bien sûr, mais pardon, la famille... Personne ne dit que vous n'avez pas le droit de manifester, tout le monde dit que c'est peut-être le timing. Non, mais attendez, c'est hyper... Après, vraiment, je laisse parler tout le monde, parce que moi, comme ça, j'aurais, je pense, essayé de couvrir tous les sujets qui me semblent particulièrement importants dans ça. La famille, c'est autre chose que je pense profondément, sera tout au long de sa vie meurtrie et endeuillée. Non, mais par rapport à ça. La douleur des familles, personne ne la nie. Oui, bien sûr, mais vous parlez personne ne la nie. Oui, mais tout le monde parle du deuil en disant il faut respecter le deuil de la famille. Elle n'est pas enterrée, cette petite la famille, elle sera endeuillée tout le temps. Et malheureusement, je vais vous dire quelque chose. Ah, c'est à vie. Je vais vous dire quelque chose. Cette jeune fille, Lola, comme de nombreuses victimes, on n'en parlera plus. Les gens l'auront oublié. Stanislas Rigaud, je voudrais juste vous faire réagir. Ce matin, donc chez nos confrères, vous les citez de BFM, Éric Zemmour a dit que il n'y aurait pas eu de manifestation si la petite fille n'avait pas été assassinée par une femme d'origine algérienne. Je crois que c'est le tout de l'histoire en fait. J'ai pas écouté, j'étais sur votre trajet exactement ce qu'a dit Éric Zemmour, pour être tout à fait honnête. Par contre, ce que je sais, c'est que oui, c'est le fait que cette affaire soit symptomatique et regroupe tout un tas d'éléments dont beaucoup de gens se plaignent dans ce pays, à savoir une personne sous OQTF qui n'a pas été renvoyée, que ce soit encore une fois une barbarie sans nom qui dépasse l'entendement, parce que ce qui arrive à la pauvre Lola et à sa pauvre famille, c'est de la barbarie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, et je crois que tout le monde, pour le coup, s'accorde là-dessus. C'est un tout, cette affaire. C'est pas seulement le meurtre d'une petite fille. C'est une affaire qui dépasse tout le monde et qui dépasse tout ça. On va faire sur ce sujet tourner la parole. Judith. Je trouve la manifestation et le rachat du logo Manif Lola parfaitement inopportun. Et j'ai trouvé la façon dont Éric Dupond-Moretti puis Elisabeth Borne ont appelé à la dignité en réponse aux questions légitimes qui leur ont été posées à l'Assemblée et au Sénat, y compris par Marine Le Pen, totalement scandaleuse. Quel est le bon moment pour poser les questions que cette barbarie
met en lumière. Je ne sais pas. Je rappelle que on a eu droit au même cirque avec l'égorgement de Samuel Paty. C'était pas le bon moment de poser la question après le drame, après cet acte de barbarie. Aujourd'hui, la famille de Samuel Paty a attaqué l'État en justice en l'accusant de non-assistance et de non-empêchement d'un crime parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir une enquête et des réponses sur le comportement de certaines personnes au sein de l'éducation nationale et sur le ministère de l'Intérieur. Les deux drames ne sont pas complètement comparables. Non. Alors, attendez, si vous voulez bien, Pascal et Judith, si vous voulez bien. Ce qu'il y a à voir, c'est que l'argument de la dignité pour éviter de répondre aux questions qui gênent a été le même dans les deux cas. Allez, on s'arrête un court instant, on fait une pause et on revient sur ce sujet difficile et douloureux. Et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Ça débat chez Expert, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on est en compagnie de Pascal Bataille, Judith Van Traub, Stanislas Rigaud et Jérôme Dubu. Donc on parle de cette manifestation, ce rassemblement ce soir pour justice pour Lola, donc à l'initiative et à laquelle assistera donc Éric Zemmour, mais pas le Rassemblement national. On discutait donc sur cette possible récupération ou pas en fonction des avis des uns et des autres. Pascal, vous vouliez répondre à ce que évoquait Judith il y a un instant sur ce sujet-là, sur c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment, voilà. Oui, je suis d'accord avec Judith sur cet aspect-là, sur c'est jamais le bon moment, et sur le fait qu'il est bien facile, effectivement, de s'abriter derrière le respect de la dignité de la famille et la période de deuil, ô combien légitime et nécessaire pour refuser d'aborder les vraies questions. Néanmoins, moi je suis très chagriné que Judith fasse un rapprochement entre l'affaire Samuel Paty, dont on connaît les motivations qui étaient très clairement islamistes et effectivement qui visaient très clairement une personne pour des pseudo-prises de position en plus qu'il n'avait même pas eu, et un fait divers atroce, abominable, mais dont vous nous rappeliez hors antenne que la France en est malheureusement nourrie chaque mois et qu'il suffit de fréquenter les cours d'assises pour voir qu'il y a des choses bien plus horribles encore, si on peut faire des degrés dans l'horreur. Ce fait divers, on n'en connaît pour l'instant absolument pas les motivations, ni les circonstances précises. Mais je faisais aucun rapprochement sur... si, parce que en disant quelque part que j'étais très précise. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai pas dit ça. J'étais très précise. J'ai dit ce n'est jamais le moment pour un pouvoir pris en défaut et je dis que j'étais d'accord avec de vous l'interpeller. Mais effectivement, on est dans la récupération et l'amalgame au sens le plus merveilleux du concept, parce qu'effectivement, on mélange un fait divers sordide, on mélange une affaire individuel de non-respect d'OQTF qui effectivement avec le principe de l'effet papillon. Ce n'est pas seulement un fait divers sordide, ce n'est pas un fait divers. C'est un fait divers sordide. Pourquoi ça n'est pas pour l'instant point barre. Non, pourquoi ça n'est pas un fait divers? Écoutez Judith, laissez-moi finir. C'est un fait divers sordide. Par ailleurs, il y a un vrai problème en France de la non-application des OQTF. Évidemment qu'il faut le traiter et que le gouvernement ne peut pas se permettre de balayer ça. Il a lui-même reconnu qu'il pouvait faire mieux. Oui, et qu'aujourd'hui il y a parfois plus de retour en Algérie que l'an dernier. Bon, mais ça ne suffit, c'est loin de suffire, bien entendu. Mais dire que faire du principe factuel que cette jeune femme, évidemment, si elle avait regagné l'Algérie de son plein gré, ce qui était l'injonction qui lui était faite, elle n'aurait pas été là pour massacrer cette pauvre petite fille, dont je tairai le nom pour ne pas m'associer à la récupération qu'en est faite par Reconquête. Je trouve que là, en fait, on est dans l'amalgame le plus total. Pascal. Jérôme, on vous a pas entendu. Oui, écoutez, d'abord c'est une affaire extrêmement douloureuse. Moi je suis extrêmement peiné pour la famille, bien évidemment. Et il faut considérer ce qu'a dit la famille ou ce qu'a laissé entendre la famille en disant qu'elle s'opposait à toute récupération. Bon. Maintenant, chacun est libre de réagir comme il veut sur ce sujet et sur ce qui s'est passé. Certains veulent manifester, c'est leur droit. Moi, je ne vais pas leur contester le droit de manifester. Ils font ce qu'ils veulent. Simplement, moi, je pense que c'est pas le moment. Voilà. Alors, on nous dit, mais c'est jamais le moment pour parler de l'immigration, c'est jamais le moment pour parler de l'immigration illégale, c'est jamais le moment pour parler du manque de moyens qu'on a mis pour effectivement appliquer les OQTF, etc. C'est faux. Avant ce drame,
avant cette affaire, le président de la République a indiqué qu'il y aurait un débat et qu'il y aurait une nouvelle loi sur l'immigration qui sera débattue d'abord au Sénat puis ensuite à l'Assemblée nationale début de l'année 2023. C'était bien avant. Donc ne dites pas qu'on a enterré les affaires sous le tapis, qu'on a mis la poussière sous le tapis, c'est pas vrai, puisque c'est prévu et c'était prévu bien avant ce drame. Donc il y a cette conscience que ça ne va pas. D'ailleurs, le président de la République l'a dit sur ce sujet-là, 10% ou 6 ou 7%. 1% au niveau des ressortissants algériens en situation illégale, c'est absolument inadmissible. Tout le monde le sait. Maintenant, comment est-ce qu'on va régler le problème ? Bon, on sait très bien qu'on a des pays, un certain nombre de pays qui sont opposés au retour de leurs ressortissants qui sont en situation illégale sur le territoire national, notamment l'Algérie. Comment fait-on ? Ça, ce sont des vraies questions qu'il faut se poser, parce qu'on peut dire « Ah oui, non, on va tous les renvoyer, on va les virer, on va faire des charters à la Pasqua ». On sait très bien que ça ne marche pas. Stanislas. Tout un tas de choses sur tout ce qui a été dit. Déjà, je suis heureux que le débat puisse être apaisé là-dessus et tranquille. Mais il n'y a pas de raison. Non, mais si, parce que parfois certains, dans un sens comme dans l'autre, peuvent brailler. Et je suis content que Monsieur Dubu, qui est macroniste, si j'ai bien compris, enfin, en tout cas affilié à Renaissance. Non, c'est pas ce qui a été dit au début. Oui, c'est ça. Vous savez depuis longtemps. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas une surprise. Non, mais justement, contrairement à votre, oui, voilà, j'ai été enquêteur dans une autre vie. Contrairement à votre Premier ministre et au garde des Sceaux, vous abordiez les sujets de fond. Mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez de la loi immigration en disant on prévoit d'en parler. Mais pardon, Monsieur Macron, il est au pouvoir depuis plus de 5 ans maintenant. C'est que ce sujet-là, on ne le découvre pas non plus. On l'a pas découvert il y a 2 mois ou il y a 3 mois ou au moment où Macron a été réélu. C'est des sujets dont on parle depuis longtemps, qui ne sont pas traités, qui s'accumulent, qui sont en train de ronger le pays de l'intérieur. Madame Borne était en Algérie et avec une quinzaine de ministres il y a encore quelques temps. Quand est-ce que l'on va imposer des rapports de force avec ? Quand est-ce que l'on va discuter avec eux ? L'Allemagne, par exemple, ils ont une immigration particulièrement turque. Qui ont été abordés. Mais oui, le visa étudiant accordé. C'est ce que j'allais vous dire. Un, ils ont accordé des visas étudiants. Et deuxièmement, l'Allemagne, parce que justement, ils ont une immigration pour beaucoup de Turcs, ils ont 50% de QTF réalisés. 53% en 2019. Réalisés parce qu'ils ont une immigration. Ils essaient de gérer avec la Turquie, ils ont des rapports de force et ils y arrivent. Donc c'est la preuve que c'est possible, au moins d'en réaliser une très grande partie. Moi je suis pas là ce matin. fait organiser des manifestations contre le non-respect des occupants en France et rassembler sous ces hashtags-là. Est-ce qu'on peut considérer que le sujet manif est épuisé et qu'on passe au vrai sujet ? Mais je vais répondre parce que je trouve que c'est intéressant, parce que là vous m'interpellez là-dessus. L'objet de cette manif, Monsieur Bataille, ce n'est pas Lola, c'est les victimes et l'insécurité. Et c'est manif pour Lola, alors attendez, il faudra savoir ce que vous voulez. Non, justement. Et le Rassemblement national se retire parce qu'ils ne veulent pas justement être associés à ce que vous menez. J'ai une question. Quelle est la différence entre un hommage où ils vont se mettre avec une minute de silence en rassemblement avec 89 députés avec leurs écharpes et un endroit vous parlez de l'hommage devant l'Assemblée nationale. Oui, parce que sur place, il n'y a pas d'écharpe. La famille a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'écharpe. Où des victimes vont prendre la parole, où il y aura une minute de silence. Quelle différence fondamentalement parlant ? Non, mais c'est pas une manif. C'est un rassemblement. Hommage, c'est complètement différent. Et le manif pour Lola, il est lancé sur les réseaux sociaux. Vous jouez sur les mots là. En réalité, parce qu'ils sont ce qu'a dit Éric Zemmour est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, je le remercie pour sa vérité, parce que il a dit ce matin que s'il n'y avait pas eu, si la personne qui a commis ce crime n'avait pas été en situation illégale et algérienne, il n'y aurait pas eu de manif. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous signez l'objectif de votre manifestation. Ça n'a plus rien à voir avec Lola. C'est encore un autre sujet. Mais c'est pas nous qui organisons la manif, le rassemblement. C'est l'Institut pour la justice. L'Institut pour la justice, c'est vous. Alors, ils ont conseillé M. Sarkozy et M. Ciotti, donc malheureusement, ils ne sont pas chez nous. Il y a évidemment, et d'ailleurs Éric Zemmour l'a reconnu, un calcul politique qui est de profiter de ce drame atroce pour mettre la question de la non-expulsion des étrangers en situation régulière sous le coup d'une obligation de quitter le territoire sur la table. Mais il le dit comme ça.
moi je trouve que c'est malvenu, comme je trouvais qu'était malvenu le discours des pro-migrants, quand on a vu dans tous les médias, vous parliez de Paris Match tout à l'heure, et sur toutes les télés, ce malheureux petit Elan, migrant, un petit enfant échoué, on a vu cette image abominable absolument partout, et tout ce que la France compte de pro-migrants en a profité pour dire voilà, c'est ça le résultat de la politique de refus d'accueil des migrants. Allez, on va refermer parce que le temps passe. Et on a deux autres sujets. On reviendra sur le drame de Lola. Je rappelle que l'enquête ne fait que commencer, que la principale suspecte aujourd'hui est à l'isolement total, et se posera la question aussi de sa responsabilité pénale autour de son état psychique, et il y aura d'autres investigations évidemment. Un sujet, alors je vais pas dire plus léger parce qu'il est copieux. Donc hier soir, Elisabeth Borne a déclenché le 49.3 pour faire passer, j'allais dire presque sans surprise, le budget de la France pour l'année prochaine. La question, c'est est-ce que ça a été finalement un débat pour rien? Une centaine d'amendements ont été retenus dans un savant équilibre des différentes compositions à l'Assemblée. Est-ce qu'il fallait faire ce travail-là parlementaire? Après tout, le 49.3, c'est un outil comme un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous posez cette question-là, vous posez aussi la question pour la motion de censure, les deux motions de censure. Il y a deux motions de censure, oui. Déposées séparément. Alors c'était très drôle parce qu'il y avait une course de vitesse, oui. Oui, il y avait une course de vitesse. La France Insoumise voulait absolument la déposer la première pour pas se faire battre par le RN. Il faut que le Parlement fonctionne dans ce pays. On a vécu un premier quinquennat d'Emmanuel Macron où il avait la majorité, où les débats étaient réduits à néant, où les groupes, les supplétifs de la République En Marche n'avaient pas le droit à la parole, ou alors pour défendre les amendements, ça c'est un peu caricatural. Pour avoir fréquenté l'Assemblée dans la période, je peux vous dire que c'était pas la joie. Donc même si à l'opinion ça peut paraître du temps perdu, il faut que le débat s'exprime même si on connaît la fin. En plus, tout ça est évolutif. Le gouvernement peut utiliser le 49.3 autant qu'il veut sur les sujets budgétaires, que ce soit le budget lui-même ou le budget de la sécurité sociale, mais il ne peut l'utiliser qu'une fois par session pour les autres projets. Donc ça va bouger. Jérôme, et oui, on fera une écoutez, pause. non, je crois que l'affaire était prévue, l'utilisation du 49.3. On a l'impression que tout le monde l'attendait. C'est pas nouveau sous la 5e République, oui. Tout le monde a l'air de s'étonner, mais enfin, Michel Rocard, entre 88 et 91, l'a utilisé 22 fois. 22 fois, parce qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée. On était dans un peu la même situation. Bérégovoy l'avait utilisé, Cresson l'avait utilisé. Bref, c'était une arme qui est à la disposition du gouvernement pour faire en sorte qu'on ait un budget. Alors, ça ne sert pas qu'à ça, bien évidemment. Là, il se trouve que c'est le budget. Et les règles avaient été fixées dès le départ par le gouvernement. Pas d'augmentation des impôts, pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Or, on a eu des tentatives assez fortes, notamment sur l'ISF, par exemple, qui était une augmentation des prélèvements obligatoires, qu'on le veuille ou non. Et deuxièmement, pas de dépenses nouvelles. Bon, le gouvernement a accepté à peu près 700 à 800 millions de dépenses nouvelles, par les 100 et quelques amendements, et nous n'étions que sur la partie recettes. Nous n'étions pas encore sur la partie dépenses. Or, le total des amendements qui ont été déposés par toutes les oppositions, un peu moins par LR, mais surtout par le RN et par la NUPES, et notamment la France Insoumise au sein de la NUPES, ça aboutissait à 50 milliards de dépenses supplémentaires. Bon. Et d'ailleurs, ils ont signé leur crime, si je puis dire, puisqu'ils ont refusé dès le début le fait de contingenter le déficit public à 5%. Ça a été un refus. Bon. Et LR s'est prêté d'ailleurs ce jeu en disant mais non, mais vous faites pas assez. Et avec il faut faire 4%. Ils nous expliquent pas comment, mais il faut faire 4%. Bon. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un peu un jeu de dupes.
on connaissait la sortie. Donc le gouvernement applique le 49.3, nous aurons un budget, la France aura un budget, il est ce qu'il est, on peut le critiquer, on peut dire que c'est pas suffisant, que voilà, il n'y a pas assez de dépenses, qu'il n'y a pas assez de recettes, etc., que le déficit est trop important, mais en tout cas, on aura un budget. Et c'est ça l'essentiel. Allez, on continue avec nos 4 débatteurs dans un instant. On va s'intéresser, petit coup d'œil déjà, donc le 49.3, on continuera d'en dire un mot. Et puis cette grève dans les raffineries, ça sent la fin. En tous les cas, ça se débloque, même si dans les stations-service, peut-être vous n'avez pas le sentiment, ce sentiment-là. Mais est-ce que la stratégie du gouvernement a été payante de faire des réquisitions et d'éviter aussi peut-être un embrasement général pour le moment? Allez, on y revient dans un instant avec vous. Vos réactions 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Jérôme Dubuis, membre de Renaissance, Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour, Judith Ventroub, grand reporter au Figaro Magazine, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. On en était au débat du 49.3. Donc le 49.3, un débat pour rien. 50 heures de discussion, des milliers d'amendements examinés. Certains crient au déni de démocratie. Stanislas, le fait de déclencher le 49.3, vous en dites quoi, vous? Bah écoutez, il fait partie de la Constitution, il fait partie des règles de notre pays, de la République. Donc non, il n'est pas, c'est pas un déni de démocratie. Il fait partie des armes qui sont accordées au gouvernement pour qu'il puisse faire passer certaines lois. Et le gouvernement a décidé de s'en saisir à ce moment-là. Sur l'aspect débat, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment avant la coupure, à savoir qu'il y a eu du débat, et c'est quand même très bien qu'à l'Assemblée nationale, il y ait du débat, même si à la fin, on connaît l'issue, même si à la fin, il n'y a pas de grande surprise. Mais au moins, les Français qui s'y intéressent, qui veulent suivre les évolutions ici et là, peuvent avoir des éléments de comparaison, des éléments de réponse à ce qui peut être dit par le gouvernement. Et moi, le premier, par exemple, quand il y avait la précédente Assemblée nationale, je ne suivais, pour ainsi dire, jamais ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Là, aujourd'hui, j'y ai toujours j'ai toujours une petite pensée ou une petite attention à ce qui se passe là-bas, sur les débats, sur les prises de parole des uns et des autres. Donc je trouve ça quand même, dans le fond, bien qu'il y ait du débat, même s'il y a eu cette mise en place du 49.3. Mais en tout cas, c'est bien la preuve que, mine de rien, à la fin des fins, Macron, de toute façon, a encore la main. Certains le pensaient perdant sur toute la ligne, etc. Il prouve bien, avec la division des motions de censure, avec le 49.3 qui vient d'appliquer, etc., que finalement, il est loin d'avoir perdu la main, et que ceux qui pensaient qu'il était malheureusement fini se sont peut-être trompés. Vous diriez qu'il sort renforcé? Non, pardon. Qui pouvait penser ça? Que Macron était... Mais il n'y a pas d'alternative, c'est ça le problème des oppositions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup ont dit qu'avec je mets des guillemets, vous permettez l'expression, un foutoir, tout le monde pensait que la Somme serait pas... Pardon, Stanislas, ce qui n'empêche que la question de sa capacité à réformer hors texte budgétaire où il peut utiliser le 49.3 reste posée. Pascal. On est. Je pense qu'effectivement, on est chacun est dans l'exercice habituel. Moi, j'ai été journaliste politique dans les années que Jérôme évoquait tout à l'heure, où Michel Rocard, j'étais à l'Assemblée tous les jours et je l'ai vu utiliser effectivement le 49.3 bien plus souvent qu'à son tour, et l'opposition à l'époque déjà effectivement criait au déni de démocratie, au non-respect du débat parlementaire, etc. Là, je pense que le gouvernement est tout à fait dans son rôle. Le débat a eu lieu et comme le disait très bien Stanislas, c'est une bonne chose. On a aujourd'hui la nécessité d'avoir un débat parlementaire, et le fait que le gouvernement n'ait pas une majorité absolue permet effectivement, par rapport à la mandature précédente, que ce débat puisse avoir lieu. De la part de la NUPES, dire que on est dans le déni de démocratie et dans l'hyperprésidence, c'est du cirque effectivement, et ça n'a aucun intérêt. Mais en revanche, comme on le rappelait aussi autour de cette table, il est important de voir comment ça va se passer sur d'autres sujets, la sécurité sociale, d'autres débats. Les retraites. Les retraites, bien évidemment. La sécurité sociale, c'est 8 vues, ça va être pareil. C'est normal. Mais est-ce que... Alors, il y a deux choses, je dis, il y a l'usage du 49.3 et il y a le moment où on en fait usage. C'est-à-dire que le 49.3, c'est une arme à la disposition du gouvernement. Est-ce qu'on laisse néanmoins, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le débat avoir lieu, les
amendements être discutés, éventuellement votés et acceptés. C'est ce qui s'est passé là. Ça, c'est ce qui s'est passé là, effectivement. Il faut absolument que ça continue de se passer comme ça. Mais en tout cas, sur ceux qui donnent des leçons de démocratie, moi, je les appelle à mieux gérer leurs appareils politiques respectifs, notamment la LFI, où il n'y a strictement aucune démocratie à l'intérieur de LFI. Donc, ils commencent par balayer devant leur porte. Et quand Libération titre avis de faiblesse ce matin, je ne suis pas du tout d'accord que ce soit un aveu de faiblesse de la part Alors, justement, est-ce que la stratégie du gouvernement a été payante concernant la grève dans les raffineries, puisqu'il ne reste plus aujourd'hui que la grève chez Total commence à s'essouffler, il ne reste plus que 2 sites qui sont aujourd'hui occupés avec, on le soulignait, la raffinerie de Feyzin qui sera également touchée par une réquisition pour la faire fonctionner. Est-ce que cette stratégie a été la bonne? Elle n'a pas été payante, elle a été coûteuse et extrêmement coûteuse. Et pas seulement à cause de l'essence qu'on a été obligé d'acheter en Belgique. Ou à 3 € le litre. Ah voilà, 3 € le litre. Rien que ça. Elle a été coûteuse parce que le gouvernement a l'air de s'excuser d'avoir procédé à des réquisitions en disant il y a eu un accord majoritaire puisque signé par des syndicats majoritaires que sont la CFDT et la CGC. Et c'est pour ça qu'on pratique les réquisitions. Mais en droit, l'argument n'est absolument pas valide. En droit, vous avez le droit de faire des réquisitions s'il y a trouble à l'ordre public et alors j'ai plus la formule des textes exacts en tête, mais s'il y a atteinte au bon fonctionnement de l'économie, ce qui était le cas, qui est accord majoritaire ou pas. Donc on a perdu un temps fou. 3 semaines. On a plongé une quantité de Français dans des emmerdements pas possibles. Je vais vous citer une phrase de Laurent Berger, patron donc de la CFDT, hier. L'efficacité syndicale ne se mesure pas aux emmerdements qu'on cause aux Français. Eh bien, il a tout à fait raison. De même qu'il avait raison au début du mouvement quand il a dit qu'il était contre la grève préventive, puisqu'il y avait des négociations prévues. La stratégie payante, est-ce que c'est celle qui a permis d'éviter un embrasement généralisé à l'approche de l'automne avec on va dire Écoutez, moi je ne sais pas s'il y aurait d'autres mouvements qui pourraient arriver, si ce mouvement qui est en train, pour l'instant, il faut être présent, il faut être très prudent et qu'il est en train de s'éteindre, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, en parlant d'essence. Mais si vous voulez, ça pose un problème de fond sur ce qui se passe en ce moment dans l'économie française. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de négociations salariales qui aboutissent. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, il y a des signatures. Personne n'en parle parce que ça n'intéresse pas les gens. Ça intéresse les salariés qui sont concernés et qui sont des augmentations entre 5 et 6%, c'est-à-dire qu'à peu près à l'inflation. Bon, c'est ce qu'on constate sur l'ensemble des 16% dans l'hôtellerie-restauration. Oui. Non, mais ça, il y a eu un rattrapage de 10% au début de l'année qui est indépendant de l'inflation. Donc c'est un peu différent. C'est la branche qui a négocié. Mais donc 5 à 6%. Que propose Total au début des négociations? Total propose 2,5 à 3%. Enfin, c'est se foutre du monde. Excusez-moi, c'est une entreprise privée. Moi, j'ai été pendant des années défenseur des entreprises. Je suis toujours. On ne propose pas ça pour négocier. L'an dernier, il y a eu 3,5%. Oui, d'accord, mais l'inflation est à 6%. On ne propose pas 2,5 à 3%. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Allez, il reste 1 minute 30, Pascal. Oui, non, on a sauvé les vacances de la Toussaint. On a sauvé les vacances de la Toussaint. On a trop attendu. Je suis assez d'accord avec Judith. Je pense pas qu'il y aurait eu un embrasement si le gouvernement avait agi plus tôt. Le problème, c'est aussi qu'on a affaire à une entreprise extrêmement symbolique, c'est Total, parce que les revendications de ces salariés ne sont pas parmi les plus légitimes qu'on puisse entendre aujourd'hui. Enfin, c'est un avis personnel en tout cas, oui. Mais il y a d'autres personnes qui sont bien plus à plaindre aujourd'hui que les salariés de Total. Malheureusement. Mais est-ce qu'ils n'ont pas mis le doigt quand même sur un sujet de fond que doit traiter assez vite l'exécutif? Il y en a qui ont appelé un Grenelle des salaires. Il y a un problème global de Total en France qu'il faudra un jour arriver à traiter. N'est pas maître de l'économie. Il peut agir sur le SMIC, mais dans l'ensemble de l'économie, ce sont des négociations dans les entreprises. Et c'est ce qui est en train de se passer. Avec, je vous dis, une moyenne de 5 à 6. Donc, si vous voulez, tous ceux qui vont proposer... alors, il y a des entreprises qui ne peuvent pas... Méfiez-vous, Jérôme, parce qu'on va avoir des mails avec vous savez, les salaires et les augmentations. C'est forcément augmenter les prix. Notamment les petits. Non, mais les prix augmentent déjà. Donc, si vous voulez, si on ne rattrape pas, on m'a dit pendant des années, les profs d'éco m'ont dit pendant des années, si vous, en période d'inflation, si vous augmentez les salaires, vous entretenez l'inflation. Oui. Je suis désolé. Dans une économie française où la croissance, elle est sur
le pouvoir d'achat et sur la consommation, parce qu'on est très mauvais en exportation, donc tout repose sur la consommation. Si vous n'augmentez pas les salaires, vous allez à la récession. Allez, Jérôme Dubu, merci, Stanislas Rigaud, merci Judith Vintraud, merci beaucoup, Pascal Bataille aussi. On parlait d'économie dans un instant. On reçoit le premier économiste de France, le plus médiatique, c'est François Langlais pour son livre Rien ne va, mais il prédit 2023, l'année qui peut nous sauver. C'est à suivre dans un instant. Inch'Allah. Vous pouvez rester si vous voulez. Vous êtes bien bienvenue. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Merci à tous les quatre. Et dans un instant, donc notre invité média, François Langlais sur Sud Radio.